Il est 8h30, je crois que le réveil a sonné, donc c'est l'heure du deuxième réveil climat. Donc je vous souhaite très rapidement la bienvenue. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à vous connecter de si bon matin. Je vais être assez rapide avant de passer tout de suite la parole à Béatrice de Monlot. Donc je vous accueille à ce deuxième réveil climat consacré à la présentation du guide Active Philanthropie, Financer l'avenir. Comment la crise climatique rejaillit-elle sur vos financements? Je remercie l'ensemble des intervenants qui vont être présentés par Béatrice. Et je remercie également, bien sûr, tous les partenaires de la Coalition Climat qui rendent possible ces actions. Et je vais vous laisser tout de suite dans les mains de Béatrice de Monlot, que je tiens à féliciter, ainsi que Corentin et Sandrine, pour leur travail assidu, pour essayer de nous aider à intégrer un peu mieux le climat, chacun et chacune, dans nos actions. La parole est à toi, Béatrice. Bonne matinée, bonne réunion à tout le monde. Bonjour à tous, merci beaucoup Jean-Marc. Donc, du coup, Corentin, si tu peux partager l'écran. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir les auteurs du guide d'Active Philanthropie. Donc, sur la manière dont les fondations peuvent avoir un vrai impact sur le climat au travers de leur financement et des projets qu'elles accompagnent. Donc, je dois vous préciser en introduction que cette séance, à la demande de certains participants, est enregistrée. Donc, la vidéo sera captée. Et si vraiment vous ne souhaitez pas apparaître, ce qui serait dommage parce qu'on ne voudrait pas avoir que des écrans noirs, mais tout simplement, vous pouvez éteindre votre caméra. Mais dans la mesure du possible, essayez de rester présent. On se sentira moins seul. Donc, financer l'avenir, comment la crise climatique rejaillit-elle sur nos financements et comment avoir un impact. Slide suivant. Donc, nous avons la chance d'avoir autour de nous Sylviane Rath de Vital Strategy qui nous a permis de faire la traduction de ce guide. Et donc, les auteurs, Gabriel Liotto et Enrique Debert d'Active Philanthropie qui vont nous présenter le contenu du guide. Ensuite, nous aurons le témoignage concret de deux personnes de la Fondation Daniel et Nina Carasso, donc Marie-Stéphane Maradex sur l'intersectionnalité entre climat et finance, et Mathilde Douillet sur celle qui concerne l'alimentation durable. Et enfin, on aura un temps pour un débat animé par Sandrine Mézano, qui est bénévole au CFF et secrétaire générale du comité 21, entre autres 1000 choses. Donc, je laisse la parole à Sylviane. Merci Béatrice et bonjour à tous et à toutes. Alors je me présente brièvement, je suis directrice du fonds Vital Strategy en France, mais notre organisation Vital Strategy, c'est un groupe international avec 7 bureaux dans le monde qui œuvrent principalement sur les grandes causes de mortalité et de pathologies, maladies évitables dans le monde. Donc évidemment le climat et les facteurs de risque tels que la pollution de l'air et les émissions néfastes pour la santé sont un sujet de préoccupation, mais la santé est vraiment au cœur des sujets climat. Donc, je voulais aujourd'hui juste saluer et remercier tous les membres fondateurs de la coalition des fondations françaises pour le climat et aussi faire un appel à tous toutes et tous présents aujourd'hui et qui nous écoutent de relayer l'appel de la mobilisation. Le slogan de la coalition, c'est vraiment mobilisons-nous. Il y a plein de manières, toutes les fondations peuvent se mobiliser, petits gestes, comprendre les enjeux, soutenir des projets importants, se fédérer leurs actions avec d'autres, mieux investir. Tout ça va être présenté dans le guide qui a été développé et nous en sommes très reconnaissants par Active Philanthropie et que Vital Strategy est très heureuse de pouvoir partager avec vous en langue française, qui est un autre sujet très important pour nous, d'avoir des outils pour les pays et pour les personnes et les organisations qui parlent
sujet. Donc, sans plus attendre, je voulais aussi vous rappeler que la coalition appelle à toutes les bonnes volontés et surtout de participer à cette coalition en signant notamment le manifeste. Je ne sais pas, Béatrice, je pense que tu donneras un petit peu plus d'informations sur le nombre de fondations qui nous ont rejoints, mais c'est aussi un moment pour vraiment demander à tout le monde de se mobiliser. Je vais repasser la parole à Béatrice, mais je voulais simplement dire que nous, dans le cadre de la coalition sur le climat, nous apporterons en tant que Vital Strategy notre expertise et tout ce que nous pouvons faire, nos petites pierres à l'édifice pour traiter des sujets de santé notamment. Et je pense qu'on peut vous inviter d'ores et déjà à un autre réveil climat qui viendra au mois d'avril et qui portera sur ces questions de santé. Donc, je te repasse la parole, Béatrice, et je nous souhaite à tous une très bonne réunion et beaucoup d'échanges et j'espère beaucoup d'idées pour pouvoir mobiliser l'ensemble des fondations sur ce sujet important. Merci, Béatrice. Merci à toi, Sylviane. Et donc, pour répondre à ta question, nous sommes à 72 signataires du manifeste ce matin, puisqu'il y en a un qui a rejoint cette nuit, comme quoi tout arrive. Et il nous faut continuer parce que ce n'est qu'un petit groupe parmi les fondations. Alors, pour la suite, oui, nous arrivons sur la présentation du guide. Alors, je me permets, Béatrice, juste d'intervenir par rapport à la séquence questions-réponses que nous aurons à la fin. Donc, bonjour à toutes et à tous, vous êtes déjà 56 connectés. Donc, simplement de vous préciser que nous aurons un temps d'échange et nous vous invitons, comme vous avez l'habitude maintenant avec ces nombreuses visios qui nous rassemblent tous, vous êtes donc invités à noter vos questions dans le fil de discussion. Vous avez l'habitude, on est sur Zoom. C'est la petite bulle comme dans les bandes dessinées, voilà, où vous venez préciser vos questions qu'on traitera à la fin. Ce qui peut être aussi sympathique pour les intervenants ce matin, c'est de repréciser dans vos questions votre prénom ou votre nom ainsi que le nom de votre structure. Car voyez-vous, sur les écrans, là, on ne voit pas du tout qui est là, qui n'est pas là. Ce n'est pas très évident pour nous tous. Voilà. Et Marie-Stéphane a une question. Pardon, Béatrice? Marie-Stéphane, tu avais levé la main, non? Pas du tout, j'applaudissais au nombre de signataires. J'ai mal vu, pardon. Les 72 signataires à 8h37, peut-être serons-nous plus nombreux à 9h30 après ce deuxième réveil climat. Voilà, parmi nos 57 connectés. Donc, nous reprenons la suite et nous allons avoir maintenant effectivement la présentation du guide pour une quinzaine de minutes par Gabriele Liotto et Henrik Debert, donc d'Active Philanthropie. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Et bonjour aussi de notre part. Laissez-moi peut-être vite partager mon écran pour que vous voyez. C'est bon? D'accord, parfait. Et peut-être, bon, nous aussi d'abord, on est ravis que le guide Financer l'avenir est disponible maintenant aussi en français. Et merci de nous avoir invités de le présenter ici ce matin. Et peut-être très très vite, qui sommes-nous? Active Philanthropy. Nous sommes une entreprise sociale basée à Berlin en Allemagne et nous nous engageons à assurer un avenir durable et équitable pour toute forme de vie sur Terre. Ça, c'est notre mission et pour y arriver, pour y accomplir, nous travaillons avec des fondations et avec des philanthropes. On leur rend différents services qui facilitent leur engagement, oui, principalement dans le domaine, tout ce qui est lié à la protection du climat. Parce que le changement climatique, pour nous, c'est clair, c'est le plus grand défi de notre siècle. En plus, il n'est plus une menace lointaine. Nous pouvons tous observer ses conséquences déjà aujourd'hui, partout dans le monde et presque tous les jours. Et il va impacter tous les domaines de notre vie. Et comme ça, bien sûr, il va impacter aussi le travail des fondations. Si vous, ici ce matin, si vous vous engagez pour une éducation meilleure pour tous, ou la santé, ou une plus grande égalité sociale, tous ces objectifs à l'avenir ne peuvent être atteints que si nous prenons en compte le changement climatique. Par contre, nous voyons ici sur cette slide qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
L'année dernière, à peine 2% de toutes les dépenses philanthropiques ont été consacrées pour la lutte contre le changement climatique. Nous, chez Actes Philanthropie, nous sommes convaincus que la philanthropie alors peut et doit jouer un rôle plus important dans la lutte contre la crise climatique. Et c'est pour ça que nous avons écrit ce guide Financer l'avenir, dans lequel nous mettons en évidence 5 intersectionnalités entre le changement climatique et des domaines de financement établis par des fondations. Et aussi, nous partageons quelques histoires à peu près d'une douzaine de fondations et d'initiatives philanthropiques qui ont pris des mesures déjà pour intégrer le changement climatique dans leur travail. Et comme ça, nous espérons que les guides, vous ici, vous encouragent bien sûr à faire pareil. Ce matin, nous parlerons de 3 de ces intersectionnalités et en plus de quelques bonnes pratiques que vous, comme fondation, pouvez adopter dans vos opérations et dans vos finances. La première, c'est la santé publique. Le changement climatique est la plus grande menace pour notre santé, plus grande d'ailleurs que la pandémie actuelle. En France, ce sont certainement les canicules estivales qui nous feront ressentir le plus l'impact que le changement climatique a sur notre santé. Il y a par exemple des études scientifiques qui projettent que si nous faisons rien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, une canicule comme celle que la France a vécue en 2003, qui jusqu'à présent était la plus grave, je crois, en France, pourrait se produire en moyenne tous les 2 ans à partir de l'année 2070. Oui, si nous faisons rien contre. Et bien sûr, c'est clair que ça causera une tension énorme sur tout le système sanitaire. Mais il y a aussi la pollution atmosphérique qui est souvent directement liée aux émissions des gaz à effet de serre. Une étude de l'université de Harvard qui a été publiée récemment montre qu'en 2018, uniquement les émissions dues à l'utilisation des combustibles fossiles étaient responsables d'un décès prématuré sur 5 dans le monde. La pollution de l'air affecte surtout les maladies respiratoires, excusez-moi. Comme ça, pendant la crise actuelle, pendant la pandémie actuelle, elle fait augmenter aussi le taux de mortalité entre les malades de Covid-19. Selon une étude internationale, en France, par exemple, ce sont autour de 18% des décès dus à la Covid-19 qui sont liés aussi à une exposition à long terme à une pollution de l'air de niveau élevé. Tout ça montre pour nous que pour protéger notre santé à l'avenir, nous devons forcément passer à l'action contre le réchauffement climatique. Ou autrement dit, en prenant des mesures contre le réchauffement climatique, nous protégeons aussi notre santé. Le changement climatique affecte tout le monde, mais pas tout le monde est touché de la même manière. Ce sont souvent, aussi comme dans d'autres crises, les groupes défavorisés, notamment les personnes âgées ou handicapées, ou, comme nous décrivons dans les guides, surtout les enfants et les femmes qui sont le plus touchés. Souvent exclus certaines activités ou domaines de vie déjà, le changement climatique fait renforcer cette exclusion sociale ou économique. Et tout ça, il y a une histoire de Constance Okole, c'est une paysanne ougandaise qui illustre très bien tout ça. Constance, comme beaucoup d'autres femmes dans le monde, elle est responsable du travail de soins pour sa famille, mais aussi pour le travail agricole et de collecte et préparation de nourriture. Elle et sa famille vivaient assez bien longtemps, beaucoup d'années de ces activités,
mais le changement climatique, bien sûr, a rendu les conditions de son travail beaucoup plus difficiles. Et en 2007, plusieurs inondations consécutives ont détruit toute sa récolte et même tout le terrain de son exploitation et même le village dans lequel elle vivait avec sa famille. Des événements comme les inondations, bien sûr, ça peut toucher tout le monde, mais surtout pour les femmes comme Constance ou comme pour les groupes défavorisés, c'est plus difficile d'y récupérer parce qu'elles doivent travailler plus dur, par exemple, comme dans ce cas, pour compenser une récolte perdue. Et comme ça les empêche d'obtenir une bonne éducation ou d'arriver à une indépendance financière. Constance, par contre, elle avait la chance, elle a réussi de mobiliser sa petite communauté et avec sa famille, elle s'est installée sur un terrain plus élevé où aujourd'hui elle cultive des mangues et des avocats. Premièrement, des fruits qui apportent une récolte de valeur et les arbres, deuxièmement, empêchent l'érosion du sol en temps d'inondation. Elle a aussi appris beaucoup sur le changement climatique et elle l'explique aujourd'hui à d'autres femmes et leur fait comprendre qu'il faut adapter les pratiques agricoles pour se protéger contre les événements comme les inondations. Et tout ça montre que les groupes défavorisés peuvent aussi devenir vecteurs de changement eux-mêmes, mais pour cela, pour y parvenir, ils ont besoin d'un soutien financier, mais aussi en forme d'éducation ou de formation et peut-être même avant tout en leur donnant une voix et leur mot à dire à table. Pour la suite, je passe la parole à ma collègue Henrike. Avec plaisir, merci beaucoup Gabrielle. Et donc, je passe directement à l'éducation. L'éducation n'est pas seulement parmi les domaines de financement les plus établis pour les fondations, mais comme nous venons de voir, elle est aussi un moyen très efficace pour rendre les enfants et les familles plus résistants au changement climatique, mais elle a d'autres effets positifs. Pour pouvoir agir, il faut d'abord comprendre le problème, c'est toujours comme ça. Et c'est dans cette perspective que plusieurs fondations financent déjà des projets sur l'éducation aux sciences du climat. L'exemple dans le guide est celui de la fondation allemande Siemens. Elle soutient des initiatives qui développent des matériaux pour les enseignants pour pouvoir intégrer en fait le changement climatique dans l'enseignement de tous les sujets. Et c'est parce que le changement climatique, ce n'est pas un sujet comme les autres. C'est d'ailleurs une citation de Christiana Figueres, l'ancienne secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et l'éducation, ce n'est pas non plus seulement les écoles. En fait, les gens de tout âge ont besoin de comprendre comment agir sur le changement climatique. Et ça veut dire qu'il faut donc aussi impliquer d'autres lieux d'apprentissage, notamment les organismes de formation professionnelle, mais aussi les lieux de travail, les syndicats ou encore les groupes communautaires. Pour donner un exemple un peu pratique, en Allemagne, le plus grand défi est dans le secteur, ou un des grands défis est dans le secteur de l'automobile, où actuellement la formation professionnelle des mécaniciens n'est pas encore vraiment adaptée aux véhicules électriques. Mais sans ce savoir-faire, il est impossible de décarboner dans l'automobile aussi rapidement qu'il faudrait. Et nous risquons aussi que Tesla et d'autres producteurs gagneront la course avec vraisemblablement des effets négatifs sur l'emploi en Allemagne. Et donc, c'est aussi un sujet d'une transition juste vers des économies décarbonées. Au niveau mondial, améliorer l'accès à l'éducation pour les filles et les femmes est certainement ce qui a le plus grand potentiel au niveau du climat. D'un côté, l'éducation peut, comme nous venons de le voir, la vulnérabilité face aux risques liés au changement climatique. D'un autre côté, et c'est souvent
point un peu chaud quand on en discute, un niveau d'éducation plus élevé chez les filles et les femmes contribue à freiner la croissance démographique, surtout dans les pays en développement. Et cela reste un facteur très important pour les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc dans le guide, nous avons surtout regardé en fait les différents domaines caritatifs et parce que nous voyons qu'aujourd'hui, ils sont tous inséparables du changement climatique et comment faire les premiers pas pour agir ainsi. Mais s'attaquer aux questions climatiques, c'est aussi réfléchir comment en fait aligner ces opérations et ces investissements. La mesure la plus efficace consiste en fait, et je pense que nous allons entendre un peu plus plus tard dans cet événement, à s'assurer que vos investissements financiers sont décarbonés et ne contribuent pas davantage au changement climatique. À part cela, pour vraiment faire joindre le geste à la parole, nous vous encourageons aussi à regarder vos opérations et toutes les interactions avec vos partenaires. Et ça peut aller aussi loin que vraiment aussi regarder leurs différentes activités. Pour conclure, répondre au changement climatique est un défi énorme. Nous devons nous adapter à un monde qui est plus chaud que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et pour éviter un réchauffement catastrophique, nous devons décarboner nos économies, et rapidement. D'ici 2030, nous devrions atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment en fait relever ce défi énorme? Et là, je peux seulement me joindre à l'appel du début. Nous pensons que c'est vraiment en travaillant ensemble, comme vous le faites ici. Il ne suffit vraiment pas de s'appuyer sur les fondations spécialisées dans le changement climatique, même s'ils font un très bon travail. Nous pensons que chaque bailleur de fonds, quel que soit son domaine, peut vraiment contribuer à la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment le message clé de notre publication. Les fondations et les ONG qui racontent un peu de leur travail dans le guide montrent que c'est vraiment possible et donnent aussi des conseils pratiques pour commencer. Nous espérons que le guide vous inspire à intégrer une perspective climatique dans votre travail tout en préservant votre mission. Merci beaucoup pour votre attention. Quelle jolie phrase, Saint-Exupéry, pour terminer cette intervention. Merci beaucoup. Eh bien, effectivement, le guide, moi je l'avais regardé, il a 96 pages, donc vraiment, on ne peut que vous inviter à aller le regarder. Il est très concret. Et comme le reprécisait Corentin sur le fil de discussion, il sera disponible à la fin. Nous l'enverrons après la session de ce réveil climat. Nous sommes dans un timing tout à fait exceptionnellement parfait, puisque c'est vraiment du papier à musique. Et nous allons enchaîner maintenant avec le témoignage de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Et nous avons ce matin Marie-Stéphane, bien sûr, Maradex, et Mathilde de Douillet qui vont témoigner avec des éléments très concrets sur cet aspect, donc le financement du futur par le climat. Donc, mesdames, c'est à vous. On va faire la bascule au niveau des présentations. Je crois que Marie-Stéphane, le PowerPoint est de ton côté. C'est en train d'arriver. Formidable. Vous voyez, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être te mettre en écran, en full screen peut-être. Comment on met ça alors? Ça, je ne sais pas faire. Ah bah tout à l'heure, ça a marché formidablement bien. Non. Alors, reviens sur ta page. Je pense que c'est sur ton PowerPoint. Voilà, en bas à droite, tout en bas à droite. Tu as le full screen comme d'habitude. Voilà. Non, un tout petit peu à gauche. Voilà. Bah, c'est ça. Ouais, mais justement, ça fait ça. Ah bon? Ah, c'est bizarre. Tu es en mode commentaire, on voit ton slide d'après. Bah oui, c'est bizarre. Est-ce que les participants, vous voyez bien le slide de gauche? Si tout le monde voit bien, on va rester sur cette version. On le voit, mais dans les paramètres d'affichage en haut qu'il faut régler ça, je crois. Non,
Dans les paramètres d'affichage, dans le second onglet peut-être. Merci, Bon. Jean. Paramètres d'affichage. Clique sur la petite flèche. Ah, c'est mieux là? Voilà. Ouais, super, merci pour le tuyau. Moi, j'aurais appris quelque chose ce matin. C'est bien d'autres choses. Bon, voilà. Du coup, on va prendre du retard, je suis désolée. Non, on est très bien. On est très bien. Bon, bonjour à tous. Voilà, bah, merci à la coalition, bien sûr, de m'inviter avec Mathilde à venir présenter le cas de la Fondation Carasso, et je remercie Active Philanthropie puisque c'est eux les premiers qui sont venus nous chercher il y a déjà quelques temps maintenant pour contribuer à ce guide dans la partie leur conservation des ressources naturelles. Bon, je sais pas si notre thématique rentre vraiment là-dedans, mais en tout cas, justement, c'était l'idée de montrer la manière dont une fondation qui n'est pas positionnée sur la question du climat ou de l'environnement stricto sensu a effectivement essayé d'intégrer ces enjeux-là depuis quelques années maintenant. Alors, moi, je vais vous expliquer un peu. Alors, attendez, est-ce que du coup... Alors, voilà, vous voyez. Alors, donc, la Fondation Carasso, très rapidement, nous avons deux axes. Un axe donc lié à l'alimentation durable, on y reviendra, et un axe qu'on a appelé art citoyen pour développer l'esprit critique et le lien social. Et nous intervenons en France et en Espagne. Vous voyez, donc, depuis 11 ans maintenant, on a distribué plus de 1350 subventions et pour 97 millions d'euros à peu près. C'est quelques chiffres qui vous donnent un ordre de grandeur. Alors, il se trouve que nous avons développé depuis 2019 et jusqu'en 2023 une nouvelle stratégie, bien entendu pour réaffirmer à travers nos deux grands axes, art citoyen et alimentation durable, quelle est notre théorie du changement et la manière dont on active des leviers pour y arriver. Mais également, cette stratégie porte sur la manière dont nous inscrivons dans des réseaux, la manière dont nous accompagnons le développement de la philanthropie, la manière dont nous travaillons notre mission sociale et particulièrement l'accompagnement des porteurs de projets pour les accompagner dans leur croissance et leur consolidation, et puis notre politique d'investissement. Donc cette stratégie concerne l'ensemble, en gros, de ce qu'est une fondation. Et puis nous avons signé le manifeste climat, et malgré les différents éléments dont je vais vous parler, que nous avons déjà intégrés depuis quelques années, nous nous sommes dit c'est l'occasion pour essayer de travailler une stratégie de développement durable qui vienne finalement de manière transversale impacter notre stratégie globale. Pour cela, nous avons déterminé 4 champs d'intervention sur lesquels nous sommes encore en travail, en construction. Bien entendu, un champ lié à nos programmes et à notre mission sociale. Enrique le rappelait, il s'agit d'impulser une lentille climatique à travers les programmes, mais également de pouvoir accompagner nos partenaires dans ce voyage. Bien entendu, les investissements, on y reviendra, nos opérations, on va pas aller, mais pareil, ça a été rappelé dans le guide. Et puis, la philanthropie qui a continué à travailler, à accompagner le secteur philanthropique sur cette question. Et bien entendu, notre appui à la coalition climat en est un exemple. Alors, pour revenir à la question des investissements, en fait, effectivement, c'est pas une nouveauté. Lecture climatique et environnementale n'est pas une nouveauté, puisque dès 2015, dans le contexte de la COP 21, nous avons signé le manifeste Divest Invest, qui effectivement nous a encouragé à, d'une part, décarboner l'intégralité de notre portefeuille, et puis surtout à nous prendre des engagements. L'engagement de Divest Invest, c'est 5% minimum de nos investissements sur des investissements, on va dire verts, avec tous les guillemets qu'on peut mettre sur cette appellation. Nous avons publié la fin de l'année dernière notre premier rapport d'investissement à impact, donc qui est disponible sur notre site, et je vais juste vous en présenter quelques éléments saillants. Alors le premier, c'est qu'effectivement nous nous engageons d'ici 2023 à investir à minima 15% de nos investissements sur des investissements d'impact. En 3 poches, une poche que nous avons appelée Mission Related Investments, c'est en gros des investissements qui ont un impact dans notre écosystème de l'alimentation, on va dire aussi de l'inclusion sociale, mais d'abord avec un retour financier. Une poche que nous avons appelée PRI pour Program Related Investment. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est notre environnement, notre écosystème, mais d'abord l'impact primant sur la rentabilité financière. Et une poche durable, justement, où déjà nous recherchons des investissements, on va dire, dans cet environnement du climat et des considérations environnementales au sens large. Alors, vous voyez ici une présentation, j'ai envie de dire, quasi détaillée de notre portefeuille
dans ces trois poches, donc la poche programme related, mission related et durable, avec nos objectifs, 6%, 6% et 3% qui font les fameux 15%. Le reste, d'ailleurs, nous sommes dans un environnement qui est ISR à minima, avec une charte des investissements propre à la Fondation. Et vous voyez à droite la manière dont nous avons également travaillé la question des ODD et comment nous pouvions rattacher et montrer la contribution de nos investissements aux ODD en les regroupant au sein de deux grandes familles, une famille plus environnementale et une famille plus sociale. Et juste pour vous donner quelques exemples, nous avons travaillé poche par poche, prise de participation par prise de participation, leur contribution aux ODD. Et je vous ai mis quelques exemples. CADIA, c'est le fonds que nous avons créé autour de l'alimentation durable, qui est un fonds à impact très fort. Vous voyez, bien entendu, la dimension environnementale qui est beaucoup plus importante. Un fonds dédié à l'aquaculture durable, qui est quasiment à 100% un fonds en lien avec les enjeux environnementaux. Et puis un fonds de private equity qui va chercher des entreprises qui apportent une réponse justement à la transition écologique, mais également à l'inclusion sociale. Et vous voyez un peu la répartition. Ce que je voudrais vous montrer très rapidement également, c'est la manière dont nous allons travailler dans l'avenir cette question climatique, justement suite à la signature de ce manifeste. Alors, je vous ai mis en petit check, déjà dans notre portefeuille, ce qui relève de notre engagement, on va dire dans Divest Invest, qui relève de notre engagement climat ou vert de manière générale, donc en totalité et en partie. Et vous constatez déjà qu'à travers nos trois poches, nous avons déjà pas mal de nos prises de participation qui contribuent finalement à ces grands enjeux. Alors, quels vont être nos objectifs pour aller encore plus loin sur cette question-là et en transversalité sur l'intégralité de notre portefeuille également, pas uniquement sur nos poches à impact? Tout d'abord, d'augmenter nos encours, de continuer à chercher des opportunités pour améliorer, gonfler cette poche durable, qui, je l'espère, d'ailleurs, dépassera bien entendu les 6%, mais en tous les cas, continuer à le faire. Ensuite, un enjeu, et que j'ai rappelé l'input de la coalition climat, un enjeu qui va être très fort dans le cadre du groupe de travail finance et climat de la coalition, c'est finalement de bien comprendre en tant que nous, en tant qu'investisseurs, en tant que financiers à travers nos fondations, c'est comprendre véritablement la finalité de ces grands enjeux climatiques et comment ils se traduisent en matière d'investissement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand débat, par exemple, autour des énergies renouvelables, par rapport au cycle de vie, par exemple, du solaire ou de l'éolien. Eh bien, nous allons rentrer dans cette complexité, dans cet enjeu, pour que, en connaissance de cause, en tant que fondation, nous puissions dire, non, nous souhaitons plutôt tel type de transition, et nous allons plutôt investir là ou là. Donc ça, c'est un grand enjeu pour cette année. Ensuite, nous allons continuer notre travail de nous rapprocher avec les ODD, mais également avec un nouveau cadre de référence qui est la taxonomie européenne. Dans le cadre du Green Deal, la Commission a fixé un cap en matière de transition et a relié la question des investissements. Et l'idée, c'est de voir comment tous les fonds verts qui existent se raccrochent à cette taxonomie qui est une sorte de cadre, encore une fois, un peu comme les ODD le sont aujourd'hui. Et puis enfin, nous allons, nous, Fondation Carasso, faire quelque chose qui n'est pas imposé aux fondations, mais qui l'est au fond. Nous allons calculer encore plus notre part verte de notre portefeuille dans le cadre de la trajectoire à 2 degrés sur l'ensemble de notre portefeuille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions juste fait une espèce d'impact de carbone de notre portefeuille, mais nous allons aller un petit peu plus loin, nous allons affiner tous ces chiffres-là avec nos conseillers financiers. Voilà, c'était un petit tour de table rapide de ce que nous faisions au niveau financier, mais bien entendu, je suis disponible pour répondre aux questions. Avant de passer la parole à Mathilde, qui va rentrer plus finement sur la question du lien alimentation et climat, je voudrais juste vous dire également qu'à partir de cette année, toujours dans le cadre de nos engagements, nous allons encore aller plus loin sur nos programmes, et en particulier sur le programme ART, qui est peut-être moins évident sur la partie climat. Et nous venons de lancer, alors en Espagne, mais il va être lancé le 25 mars en France, notre appel à projet lié à notre programme Art Sciences et Société, c'est notre 5e édition, et nous l'avons thématisé très clairement sur les enjeux de durabilité et de transition écologique. Juste pour vous donner un exemple de la manière dont on peut intégrer ces enjeux-là à travers des programmes qui paraissent peut-être plus éloignés. Voilà. Mathilde, je passe la parole sur la partie alimentation. Bonjour Marie-Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer d'illustrer assez rapidement, et puis après, on aura du temps pour les questions, comment, dans un programme, un axe programmatique sur l'alimentation durable, la Fondation, depuis 2 ans, a travaillé l'évolution des opérations pour vraiment mettre en avant le lien avec le climat. Donc là, j'ai remis des chiffres, mais que vous connaissez certainement.
l'agriculture et l'alimentation, les systèmes alimentaires sont la deuxième source après l'énergie d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des chiffres mondiaux. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes si on regarde le cas français, notamment à cause de l'élevage, à cause des pratiques agricoles et les émissions, notamment des fertilisants. Et puis, la moitié de ces émissions sont liées à des pratiques indirectes de changement d'usage des sols, liées à la déforestation ou au retournement des prairies. Donc, l'agriculture et l'alimentation contribuent au changement climatique. On sait aussi que le changement climatique a des effets vraiment très importants sur les rendements agricoles avec des baisses de rendement et aussi une très forte variabilité, et ça crée une forte instabilité des prix. Donc, même les acteurs agricoles et alimentaires qui ne s'intéresseraient pas a priori au changement climatique, aujourd'hui sont obligés de s'intéresser à ces sujets-là à cause des effets. La prochaine, Marie-Stéphane. Merci. Et donc, une des raisons pour lesquelles beaucoup d'acteurs du climat commencent à s'intéresser aux questions agricoles et alimentaires aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi un potentiel très fort dans ce secteur, à la fois d'atténuation des effets du changement climatique, notamment par la séquestration du carbone dans les sols, mais les pratiques agricoles et alimentaires qui sont plus durables, qui concourent à cette atténuation, qui sont par exemple l'agroforesterie, l'agroécologie, l'augmentation de la consommation de protéines végétales par les consommateurs, ce sont aussi des pratiques qui courent à une plus forte adaptation aux effets du changement climatique et à une plus forte résilience. Donc, pour toutes ces raisons, de nombreux acteurs commencent à s'intéresser à ce secteur-là. Je vous ai mis les images d'un certain nombre de rapports qui font référence à l'échelle internationale qui documentent tous ces enjeux-là. Prochaine. Donc, dans le cas de la Fondation Carasso, depuis 10 ans, on a un axe sur l'alimentation durable. Cet axe, il a été défini dès le début comme un axe déjà intersectionnel entre différents enjeux que j'ai nommés là, qui sont les différents cercles de couleurs, des enjeux de justice alimentaire, donc comment on donne un accès aux aliments de plus grande qualité au public, même les plus défavorisés, des enjeux d'efficacité d'utilisation des ressources, d'économie circulaire, des enjeux de transformation environnementale de la production agricole, donc l'agroécologie par exemple, et puis des enjeux de changement de consommation, de pratiques de consommation pour aller vers des régimes alimentaires à la fois plus sains pour répondre aux enjeux de santé publique et plus durables pour l'environnement. En réalité, on s'est rendu compte que tous ces enjeux-là, qu'on travaillait également les uns en lien avec les autres et puis séparément à la Fondation, ont aussi des liens évidemment avec le climat. Et donc là, je vous ai mis des exemples de projets qui illustrent comment, au sein de chacun de ces enjeux, la Fondation a pu financer en France et en Espagne, qui sont les deux pays dans lesquels on finance des projets opérationnels, des projets qui répondent à ces enjeux-là en lien avec le climat. Donc, je ne les citerai pas tous parce qu'on n'a pas le temps, mais pour vous illustrer VRAC, qui est une dynamique de groupements d'achat qui sont situés dans les quartiers prioritaires des villes. Et c'est des groupements d'achat de consommateurs qui sont mixtes entre des publics précaires et des publics non précaires et qui permettent à tous d'avoir accès à des aliments qui sont sourcés localement et de manière équitable, dans la plupart des cas bio. À droite en bas, vous avez l'idée qu'à la Fondation, on est persuadé qu'une des manières d'être sûr de bien relier tous ces enjeux, c'est d'alimenter et donc en l'occurrence de financer des visions prospectives sur quels sont, quand on projette à 2030, 2050, ces différents enjeux et la manière dont on les relie. On a besoin d'avoir des outils notamment de modélisation qui permettent de savoir c'est quoi l'avenir aujourd'hui et comment on fait si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe, et si on a des nouvelles politiques publiques notamment et des changements de pratiques des acteurs, comment ça se projette. Et donc en France, en ce qui concerne le climat, la politique qui est la plus importante, c'est la stratégie nationale bas carbone, et on soutient un certain nombre des acteurs dont j'ai mis les logos, qui sont des acteurs de la prospective, qui travaillent ensemble pour essayer de décliner à l'échelle française dans les territoires. Donc, on a une politique nationale, comment ça se décline en région et plus en dessous. Et puis, dans les filières, notamment agricoles et alimentaires, en termes d'emploi et de revenus, qu'est-ce que ça signifie de mettre en œuvre cette politique, cette stratégie nationale bas carbone? Quelles sont les différentes hypothèses et différentes manières d'y arriver? Prochaine slide, Marie-Stéphane. Merci. Et puis, j'en finirai là. La Fondation, Marie-Stéphane l'a dit également, est très impliquée dans les réseaux, s'intéresse vraiment à l'écosystème des acteurs, comment ils évoluent les uns avec les autres. Donc, forcément, on est très intéressé par les enjeux de gouvernance. On sait que les acteurs, les décideurs publics ont un rôle vraiment important. Et donc, à chacun des échelons, donc à l'échelle des territoires, à l'échelle nationale, à la fois en France et en Espagne, mais également en Europe et dans le monde où on n'a pas de financement de projets opérationnels, mais on est actif dans des réseaux et dans le financement d'acteurs de l'influence.
en fait, on agit à la fois directement auprès des décideurs, comme dans les territoires en France et en Espagne. On finance des enjeux, des questions de gouvernance pour les politiques auprès de collectivités territoriales. On finance aussi des acteurs de l'influence qui cherchent à faire évoluer les pratiques des acteurs. Et en fait, la manière dont on agit sur ces sujets-là, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs qui travaillent en général en silo entre différents thèmes, de l'agriculture, de l'alimentation, la santé, du climat, et on cherche justement à faire en sorte qu'ils réunissent ces différents enjeux-là avec les autres enjeux de biodiversité, etc., pour essayer, à l'échelle de la réflexion de la gouvernance, d'avoir toutes ces dimensions qui soient représentées. Et donc, à l'échelle française et enfin nationale et territoriale, j'ai pas mentionné là, j'ai pas mis le logo de tous les autres partenaires, notamment de la philanthropie, dont beaucoup sont ce matin avec nous également, avec lesquels on fait ça. Mais je les laisserai éventuellement prendre la parole tout à l'heure. Et à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, ce qui est important, je vous ai mis les logos de certaines des fondations avec lesquelles, ou réseaux de fondations avec lesquels on agit, parce que je pense que c'est important pour vous tous de garder en tête, si vous ne le savez pas, que, comme je l'ai dit avant, les liens entre système alimentaire et climat, c'est des choses qui évoluent très vite. Et il y a de nouveaux acteurs de la philanthropie qui ne sont pas forcément européens, qui s'intéressent beaucoup à l'Europe, qui commencent à agir en France notamment, et à avoir des financements. Et donc voilà, je vous ai mis leur logo parce que c'est important de discuter aussi en dehors de notre cercle francophone et français avec ces acteurs-là. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Marie-Stéphane. L'exposé était effectivement très clair, très parlant, et on se rend compte de tous les écosystèmes avec lesquels vous travaillez et les synergies que vous avez développées. Et on voit bien qu'effectivement le sujet du climat est un sujet éminemment transversal qui rassemble beaucoup d'acteurs. Donc il est exactement 9h10 et nous allons entrer dans la séquence questions-réponses. Donc on vous a invité avec Corentin à venir poser vos questions dans le fil de la discussion. Nous avons déjà une première question. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, puisque ce matin, je rappelle que nous sommes 71. La dernière fois, nous étions un petit peu moins nombreux. Donc, chaque réveil climat appelle à de plus en plus de participants. Merci beaucoup. C'est formidable. Le sujet est de plus en plus écouté. Donc, là, nous avons une première question de Stéphane Ladzac de la Fondation Mangrove et Océan, qui s'adresse donc à Marie-Stéphane et Mathilde. Vos éméris sont-ils uniquement engagés sur des projets vertueux ou avez-vous aussi une prise de participation dans des sociétés pas ou pas assez vertueuses avec la volonté d'atteindre une capacité d'influence sur leur stratégie? Alors, c'est une bonne question qu'on s'est posée, qui est en fait la politique actionnariale minoritaire. Hein, effectivement, on a eu des sollicitations là-dessus. En France, il faut savoir que c'est une pratique qui est, en tout cas dans l'écosystème des fondations ou des ONG, qui est encore moins développée que dans d'autres pays comme la Suisse, par exemple, qui est très active sur ces sujets-là. En France, il y a le FITRUST qui se positionne sur cette question. Et en fait, on a fait le choix de ne pas y aller. De ne pas y aller parce que on n'est pas très outillé pour ça. En fait, moi, je passe déjà beaucoup de temps sur ces aspects d'investissement. J'ai embarqué l'équipe dans la question des investissements impact. Donc, voilà, on est une petite équipe, on peut pas courir tous les fronts. On n'est pas, bon, on a notre patrimoine, on essaie que notre patrimoine soit utile pour porter nos causes, mais en même temps, c'est pas notre métier totalement. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'était un peu par manque d'expérience et de ressources humaines qu'on n'est pas allé là-dessus, mais je reconnais que c'est et pour suivre un peu ce que fait FITRUST, que c'est quand on y passe du temps, quand on arrive à coloniser beaucoup de minoritaires, c'est une pratique qui, moi, je trouve vraiment très intéressante et qui, parfois, à force de persévérance, peut porter ses fruits. Donc, on ne fait pas, mais ça ne veut pas dire que je suis contre. Voilà. Merci. Alors, nous avons une autre question qui est arrivée, donc de l'OCE, l'Office for Climate Education, de David Vilgenbus qui la dirige et qui pose la question: soutenez-vous des projets opérationnels portant sur l'éducation sur le thème climat et usage des terres, puisque effectivement l'OCE travaille avec le GIEC et compte de nombreux partenaires pour lancer un projet de ce type-là en 2022. C'est concret. Mathilde, je te laisse répondre. Merci. J'ai répondu dans le chat. Donc, je disais qu'on ne soutient pas de projet opérationnel en dehors de la France et de l'Espagne. Par contre, ce serait intéressant que vous preniez contact avec les membres de la Global Alliance for the Future Food. Donc, ce n'est pas un fonds conjoint. Donc, il faudrait regarder les membres individuellement. Et par ailleurs, il y a des réseaux sur le climat, notamment, je citais Climate Works, mais il y en a d'autres, qui, eux, par contre, sont des fonds conjoints et qui ont des financements.
Alors, nous continuons. Une question de Jean Jalbert qui nous pose la question: comment convaincre les décideurs et bailleurs de fonds d'investir dans des solutions fondées sur la nature? Grande question d'actualité pour répondre aux défis climatiques qui sont souvent à la croisée des enjeux d'alimentation, de santé, de protection de la biodiversité, bien entendu, notamment quand ils attendent une réponse normalisée, voire un rendement financier qu'ils estiment garanti par de l'ingénierie civile dite classique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, c'est la meilleure des questions par rapport, si on veut vraiment changer de curseur, on voit qu'il y a beaucoup de signaux faibles ou pas faibles d'ailleurs qui montrent qu'il y a un intérêt grandissant, je veux dire un effet aussi d'aubaine et d'opportunité de la part d'un certain nombre de gestionnaires. Moi j'ai envie de dire que la meilleure manière de convaincre, c'est de montrer que c'est rentable. Alors il y a eu quand même un phénomène intéressant sur 2020 dans ce contexte lourd qu'on a connu, c'est que tous les investisseurs qui avaient des portefeuilles USR costauds ont mieux résisté que les autres. Nous-mêmes à la Fondation Carasso, on n'a pas perdu d'argent en 2020. On a résisté. On ne peut pas dire qu'on a fait des performances phénoménales, mais je plus chiffre en tête, en tous les cas, on était en positif. De ce fait, et je pense que, et d'ailleurs, ça m'amuse toujours dans nos comités financiers, parce que on a quelques experts extérieurs du milieu bancaire, et ils ont tous reconnu que notre stratégie, avait permis d'être tout à fait résilient. Donc pour moi, c'est la meilleure preuve. Alors après, c'est pas la réponse sur les solutions basées sur la nature, mais je parle globalement d'avoir une démarche déjà minima responsable avec ces fameuses ISR. Encore, il faut parfois séparer un peu le bon grain de livret là-dedans, mais en plus, quand on a une stratégie encore plus pointue sur des engagements impact, il faut qu'on fasse la preuve de concept. Alors peut-être que c'est encore un peu jeune, j'en sais rien, je suis pas dans... Moi, je le dis toujours, je suis pas une financière, mais je suis... J'aime bien dire dans mon comité financier que je suis un peu le Jiminy Cricket, c'est-à-dire la bonne conscience, et que je vais toujours chercher, challenger sur quand on fait des propositions sur d'autres alternatives qui me paraissent justement plus vertueuses. Donc, et je pense qu'il y a vraiment de l'éducation. Moi, je vois l'évolution de mon comité financier, c'est juste incroyable. Entre les débuts où on m'a dit, allez, va jouer avec les 3%, parce qu'au départ, c'était 3%, c'est un peu ça. Donc, je suis allée jouer avec les 3%, j'ai créé mon propre comité, voilà. Et puis, petit à petit, ça a totalement irrigué. Maintenant, on a une stratégie qui est totalement cohérente sur l'ensemble du portefeuille. Mais ça a pris 2 ans. Merci Marie-Stéphane pour cette réponse. Et nous avons une nouvelle réponse qui est arrivée, donc Teragir Rodolphe, qui nous pose la question suivante et qui s'adresse du coup plutôt à Enrique Debert d'Active Philanthropie. Vous avez parlé d'éducation, mais avez-vous des exemples précis à nous présenter, Enrique? Oui. En fait, oui. Je me demande si la question est l'éducation aussi pour apprendre au sein des fondations, ou si c'est vraiment des projets concrets qui sont à la question. Sinon, en fait, je pense qu'on voit l'éducation un peu comme un sujet aussi transversal, donc qui touche où vraiment on peut faire beaucoup de choses, que ce soit dans l'éducation à l'école, pour vraiment que le changement climatique devienne un sujet que tout le monde, où tout le monde connaît les raisons et aussi les solutions. Donc vraiment, pour changer après aussi, vraiment comme on s'est vu dans la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, vraiment à la base. Et sinon, il y a vraiment beaucoup de projets aussi dans des pays en développement qui sont plus axés vraiment sur accroître, comme on vient de le dire, la résilience. Donc, ça peut être aussi des pratiques agricoles, par exemple, où on apprend des nouvelles pratiques qui sont plus adaptées à un monde plus chaud. Aussi bien que les exemples auxquels j'ai touché, qui sont plus dans le nord et qui soutiennent une transition juste. Donc, ça peut aussi être des programmes de formation dans des régions qui sont axées encore sur le charbon. Donc, il y a vraiment une grande variété. Donc, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'organisations précises, mais sinon, je vous invite à regarder dans le guide. Et sinon, on peut bien sûr aussi entrer en contact.
Et sinon, au niveau éducation, si on en parle, c'est aussi, nous sommes aussi en train de développer en fait une sorte de cours pour les fondations, en fait, qui donne les bases sur le changement climatique et comment le relier avec la philanthropie. Donc, si vous êtes intéressé, on peut échanger on peut partager plus d'informations aussi dans ce forum. Merci beaucoup, Enrique. Alors, il vient d'arriver une question de la fondation Edmond Rothschild, donc Firoz Ladak, qui nous demande: tant Active Philanthropie, donc Carasso, veut-on renforcer dans vos équipes la coalition non seulement en dons, mais plus encore en investissement, compte tenu d'un plus grand changement d'échelle escompté? Quels sont les risques du coup d'une telle stratégie? Donc, je ne sais pas qui veut commencer et prendre la parole. Alors, j'ai pas sûr d'avoir compris de l'investissement dans le durable ou dans la coalition, c'est ça? L'investissement dans la coalition. J'ai compris ça, puisqu'on parle de la coalition des fondations françaises pour le climat ce matin. Et la question, c'est est-ce qu'on renforce la coalition pas simplement dans le don, mais aussi dans les investissements? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Peut-être l'idée, c'est de le développer pour aller dans un changement d'échelle. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je capte. Ouais. En fait, bon, là, on est au début de l'aventure. Donc, je vais coordonner le groupe finance et climat. Donc, sur les investissements, on va travailler, comme je l'ai dit, sur une espèce d'état des lieux des grands enjeux. Et ensuite, on travaillera plus concrètement sur une cartographie des instruments financiers pour voir justement s'ils répondent aux attentes des fondations par rapport à ces grands enjeux. Et la troisième étape, éventuellement, s'il n'y a pas d'instrument financier, ça pourrait être de créer une espèce d'outil ad hoc pour nous, où nous pourrions utiliser des investissements. Donc, ça peut être éventuellement je dirais, un résultat, un livrable de ce travail-là, mais je ne veux pas précipiter les choses. Je pense qu'il faut d'abord passer ces premières étapes. Pour les dons, idem, quand on a fait les premières réunions de la coalition, c'est vrai qu'un certain nombre de fondations s'étaient dit il faut qu'on mutualise. Par expérience, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'expérience de réseau et on a cité la Global Alliance for the Future of Food où les choses prennent du temps. Vous savez que pour faire des choses ensemble, il faut se connaître, il faut avoir confiance et il faut avoir un objectif commun. Donc moi, je n'ai absolument rien contre de mutualiser des dons et des investissements à terme, mais je pense que nous avons quelques étapes préliminaires pour vraiment consolider cette coalition. Il faut d'abord qu'on soit très nombreux. Il faut également que des personnes s'investissent sur leur temps de travail pour que cette coalition existe à travers les groupes de travail ou d'autres choses à inventer. Donc cette coalition, c'est la vôtre. On est ouvert à toutes les suggestions. Béatrice est le point de contact et j'espère, moi je rappelle quand j'avais lancé mon appel pour cette coalition en mai puis en septembre 2019, effectivement, forcément dans les idées jetées, il y en avait un certain nombre, il y avait l'idée effectivement aussi prenons une partie ensemble de nos dons ou de nos investissements pour bâtir quelque chose de vraiment impactant sur la question du climat. Donc peut-être qu'effectivement on y arrivera aussi à ce stade-là. Voilà. Step by step. Est-ce que du côté de Enrique ou Gabriele, vous voulez ajouter quelque chose pour Active Philanthropie par rapport à cette question? Pas vraiment. Je pense que, merci Marie-Stéphane, vous l'avez très très bien expliqué. Bon, de côté de chez nous, c'est vrai que le guide qu'on a publié là avec Financer l'avenir, ça cible plus les portefeuilles des dons des fondations. Après, nous, chez Active Philanthropy, on n'est non plus les consultants de financement ou d'investissement, mais on réfléchit actuellement, ou on est en train de faire une petite équisse, un petit concept pour faire un petit papier aussi sur comment agir sur les finances, sur les investissements. Ça veut dire pas vraiment le guide investissez ici, là-bas, d'investir d'ici, mais les aspects, les domaines qu'il faut prendre en compte et qu'il faut regarder. Là, on réfléchit, on est en train de le développer, de publier ou d'écrire un petit papier sur ça ensemble avec un expert. Ok, bon, on suivra ça avec attention. Alors peut-être toujours pour rester sur la question de l'aspect du secteur financier, Sylviane Rath, tu intervenais en introduction pour Vital Stratégie. Peut-être tu peux nous préparer ou nous expliquer le partenariat avec Finance Tomorrow. Tu t'intéresses à cette question aussi aujourd'hui?
Oui, donc, simplement pour dire aussi que bon, à Vital Stratégie et en collaboration avec le Centre français des fondations et merci aux intervenants comme Marie-Stéphane, on a commencé à essayer d'entamer un dialogue avec le secteur de la finance dans le cadre de Finance for Tomorrow. Donc, je pense que je l'ai mis, Sandrine, dans le chat, le lien pour toi, mais on peut le partager plus librement. Et je vois qu'il y a ma collègue Anne Giraud qui est avec nous aujourd'hui et qui connaît très bien Finance for Tomorrow. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la place de Paris qui essaie d'agir sur le climat en se réunissant tous les ans et avec une semaine de webinaires et de formations. Et dans ce cadre-là, nous, on essaie de porter les enjeux climat et santé et notamment de regarder qu'est-ce qui existe comme indicateur et si on peut contribuer à développer des indicateurs qui auront vraiment un sens sur la mesure de l'impact du secteur financier et des investissements sur le climat et la santé, évidemment, pour nous. Donc voilà, je pense que c'est Mathilde qui le décrivait très très bien, c'est de sortir de nos silos et sortir de notre confort et d'essayer de parler à ceux qui vont faire la différence et de les convaincre. Donc je pense que le secteur de la finance, il y a beaucoup à faire d'après nos premières interactions. Donc voilà, je voulais juste le signaler et qu'on espère faire quelque chose cette année, en fin d'année, lors de Finance for Tomorrow. Donc peut-être cette coalition et l'ensemble des acteurs ici peuvent réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire avec le secteur de la finance. Merci. C'est un des objets de la coalition, effectivement, c'est de travailler tous ensemble et de construire, notamment dans les groupes de travail. Et puis sur le fil de discussion, on avait aussi Isabelle Cézini de 1% pour la planète qui expliquait aussi qu'elle-même était engagée et menait des actions dans ce sens. Alors écoutez, il est 9h26. La politesse des rois, c'est la ponctualité. Notre réveil climat s'arrête à 9h30. Je vais laisser la parole pour la conclusion à Benoît Méribel. Moi, de mon côté, je vais juste vous remercier pour le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque réveil climat. C'est très important. C'est un sujet énorme, cette coalition. On veut tous la porter et on est condamné à être de plus en plus nombreux à ces réveils climat du matin. En tout cas, merci pour vos questions. Elles font aussi la dimension dynamique et conviviale de ces réveils climat, qui est donc ce nouveau rendez-vous organisé avec la coalition des fondations françaises pour le climat. Les prochains réveils climat sont déjà planifiés pour les 2 mois prochains. Le prochain, vous pouvez le noter à 8h30 le 8 avril, sur un sujet que je vais peut-être laisser annoncer par Benoît. Et puis le deuxième, ce sera pour le 6 mai prochain. Voilà. Benoît, la parole est à toi et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonjour, merci pour cette séquence très intéressante. Voilà, on apprend toujours des choses et c'est bien quand c'est le bon matin parce que ça reste pour la journée. Une présentation exclusivement féminine, j'ai noté, mais voilà, passionnante sur tout ce qui touche à cette thématique. Comment? Parce que c'était la journée de la femme lundi. Donc voilà, je suis dans cette couleur. Oui, bien sûr, c'est bien pour ça et il faut que les choses changent. Et voilà, je salue aussi Marie-Stéphane qui très tôt a fait en sorte que les financements de sa fondation prennent les orientations qu'elle nous a présentées. Voilà, toutes les présentations étaient intéressantes. Je salue cette dynamique qui a été souhaitée. Merci à Sandrine pour l'animation, à Béatrice, Corentin, Jean-Marc pour l'organisation et à vous toutes et vous tous. Voilà, il y a des nouvelles fondations qui nous rejoignent. Je vois Nicolas de Porteur de la fondation Good Planet qui est devenue adhérente. Bravo, c'est bien. Voilà, vous êtes dans une bonne dynamique. Le prochain, c'est le 8 avril. Toujours à 8h30 et ça sera sur ce concept One Health avec des spécialistes, notamment on aura Thierry Lefrançois qui est le premier vétérinaire à être entré dans le conseil scientifique national pour la Covid-19. Donc vous voyez, il a fallu 1 an pour pouvoir intégrer un veto, alors quand même la fièvre vient quand même aussi du monde animal. Donc voilà, vous verrez une session très intéressante qui reprendra d'ailleurs une des premières diapositives qu'on a vues tout à l'heure sur bien sûr, l'aspect aussi santé publique de ce dérèglement climatique et de l'importance de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Un grand merci, une très bonne journée et restez connectés avec nous. À bientôt.